la CISCO, également notre université, plus précisément notre école, et d'autres universités, à savoir l'université Mohamed V, qui est l'université Hassan II de Casablanca. Il s'agit des universités de savoir, un concept qui a été développé comme alternative au concept de l'université citoyenne. Cette université du savoir, c'est un concept développé dans le sens où il ne se limite pas uniquement aux étudiants, mais il touche à tout le monde, et dans lequel on essaie d'amener des intervenants de calibre. On a déjà commencé avec une thématique sur l'économie sociale et solidaire, ensuite sur tout ce qui est l'architecture, le territoire urbain. Après, c'était une thématique sur la Méditerranée, l'histoire de la Méditerranée. Et aujourd'hui, on va clôturer avec une thématique très importante. Il s'agit de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas vraiment me tarder là-dessus. Avec nous, nous recevons des personnes éminentes dans le domaine. Un professeur de calibre. Il s'agit de C. Mohamed Yousfi, qui est un professeur à l'INSEP de Mohamedia. Également, elle est directeur de laboratoire en informatique, sécurité, intelligence artificielle. Et avec nous, on aura Madame Awatif, qui va modérer ce séminaire, cette conférence plutôt. Et aussi en présence de nos enseignants tels que Sir Némi, Oustad Mzouali, et d'autres enseignants que je ne connais pas, et des étudiants. Donc, je vous souhaite, Oustad, la bienvenue. Vous aussi, merci. Madame Awatif. Merci, monsieur. Merci, Madame, donc je vous souhaite vraiment la bienvenue. Et je remercie tout le monde d'avoir assisté à ça. Et je remercie également l'initiateur de ce concept d'université de savoir, c'est Brice. Donc à vous la parole. Merci. Merci, monsieur Oli. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers invités, chers intervenants, chers intervenants, monsieur Youssi, chers participants. Avant de lancer la conférence, permettez-moi de présenter notre intervenant. La conférence se déroule dans le cadre de l'Université des Nouveaux Savoirs organisée par HM Groupe SC Éducation. Avant de présenter pour cette dienne, je vais exprimer ma grande gratitude que HM SCI pour l'ICG de Casablanca au Saint-Denis d'avoir accepté de nous accueillir aujourd'hui pour la dernière conférence de la série de conférences qu'on avait dans le cadre de l'Université des Nouveaux Savoirs. Pour ceux qui ne connaissent pas Oustad Yousfi, avant de lui donner la parole, permettez-moi de le présenter à sa juste valeur. Oustad Yousfi, il est professeur, enseignant-chercheur à l'INSEP de Mohamedia, pour le nom de l'Université Hassan II. Il est également directeur du laboratoire de recherche informatique, intelligence artificielle et cybersécurité au sein duquel il mène des travaux de pointe sur des thématiques, je pense, sous votre contrôle, des thématiques telles les systèmes parallèles et distribués, les systèmes multi-agents, le big data et notamment l'intelligence artificielle générative, particulièrement. Yousfi est auteur de plus de 138 publications scientifiques. Ça mérite. Nous avons des revues indexées, des conférences à comité de lecture, bien entendu. Oustad Yousfi, il est également titulaire de plusieurs certifications prestigieuses, notamment dans la data science et le machine learning, n'est-ce pas, ainsi qu'en l'IA générative. Donc aujourd'hui, moi j'ai hâte de l'écouter et d'apprendre beaucoup de choses avec lui. Par ailleurs, son engagement pour le partage des savoirs dépasse les murs de l'université, je pense que vous le savez. Sa chaîne YouTube pédagogique, riche de plus de 890 vidéos sur le génie logiciel, les systèmes distribués et l'IA, et elle rassemble aujourd'hui plus que 100 000 abonnés. Voilà, au début ça a commencé comme par hasard, c'était pas le but, j'ai Oustad Yousfi, ça il s'est retrouvé, il était dans le partage, tout à l'heure on était en train de parler, exactement. Le partage, il stockait ses vidéos sur ma chaîne, un jour il se retrouve avec des centaines de milliers d'abonnés, tellement il est dans le partage. Un grand merci Oustad Yousfi.
C'est un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci pour votre présence. Soyez le bienvenu encore une fois. Vraiment, on a hâte de l'écouter, on a beaucoup de questions à nous poser. Donc, je lui cède la parole sans tarder et en le remerciant. Merci. Merci beaucoup, Madame Awatif. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. C'est vraiment un énorme plaisir que je me retrouve aujourd'hui ici, en fait, à l'NCG de Stade. Et donc, je remercie HEM et toutes, bien sûr, les institutions qui ont pensé à organiser c'est-à-dire en fait, on va dire ces conférences sous le thème l'université du savoir, aussi c'est l'économie de la connaissance. Et je suis vraiment impressionné quand la première fois qu'on m'a appelé, on m'a dit voilà le concept. Ça m'a vraiment, pour moi, ça m'a vraiment impressionné et je vois que c'est un concept qui devrait se développer et forcément on en a besoin parce que les jeunes, c'est-à-dire les jeunes, que ce soit au niveau national ou en Afrique, à l'international, donc voilà, donc nous avons besoin surtout de les guider, surtout de les rassurer. Parce que en fait, ça évolue tellement très vite, la technologie évolue très vite, et particulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, donc, nos jeunes, parfois, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois apprendre, qu'est-ce que je dois maîtriser, est-ce que je dois utiliser l'IA, est-ce que je ne dois pas l'utiliser, de quelle manière. Donc voilà, donc, en fait, merci beaucoup pour votre présentation. Alors, ma présentation concerne particulièrement en fait l'IA générative et ce qu'on appelle agentic AI ou bien l'IA agentique. Donc ça c'est des concepts qui se développent très rapidement. Alors pour vous présenter, donc mon objectif en fait c'est d'abord deux choses. Donc la première c'est de m'arrêter sur les concepts fondamentaux de l'intelligence artificielle. Donc j'aime toujours on va dire remettre faire un reset ou le compteur à zéro. Donc pour les gens qui ne connaissent rien en intelligence artificielle, ils doivent d'abord savoir d'où vient cette intelligence artificielle. Donc rapidement, donc on va revenir sur les concepts fondamentaux que tout le monde devrait connaître. Et vite, assez rapidement, surtout on va se placer dans le présent et dans le futur, parce qu'aujourd'hui, s'il y a la partie de l'intelligence artificielle qui est la plus exploitée par les entreprises, et dans le domaine socio-économique, c'est l'IA générative, c'est ce qu'on appelle AI agent, c'est l'IA agentique. Et donc aujourd'hui, ça devient de plus en plus simple de maîtriser donc, les outils de l'IA. Et donc on a besoin vraiment c'est-à-dire d'éclairer le grand public sur tous ces concepts-là. Donc voilà. Alors, comme en fait le contenu, comme je viens de dire tout à l'heure, le contenu de la conférence, il y a tellement beaucoup de choses. Mon objectif, ce n'est pas vraiment c'est-à-dire de s'arrêter sur tous les éléments en détail, mais surtout, c'est que quand vous allez sortir de cette honorable salle, vous allez sortir avec une feuille de route à travers laquelle vous savez c'est quoi l'étape suivante et quelles sont les ressources que vous allez exploiter pour aller plus loin. Parce qu'on ne va pas rester uniquement sur ce que vous apprenez aujourd'hui, c'est très important, mais le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire après. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous invite, en fait, donc si vous voulez, déjà le support, vous allez le trouver là, il y a le lien dans lequel vous allez trouver ce support, donc c'est quasiment, donc vous avez un QR code, donc ça vous ramène vers un repository GitHub dans lequel vous allez trouver le support, mais également vous allez trouver beaucoup d'exemples d'applications. Donc ça dépend de chacun ce qu'il cherche au niveau de l'IA, mais c'est un repository dans lequel je stocke à chaque fois mes conférences. Donc vous pouvez toujours retrouver les éléments qui vous intéressent, y compris les supports. Alors il y a aussi la chaîne YouTube dans laquelle il y a des playlists sur les bases de l'intelligence artificielle. Je vous recommande vivement pour les gens qui ne savent, qui n'ont pas encore maîtrisé les fondamentaux de l'IA. Donc je vous recommande voilà, il y a des playlists, donc il y a des liens que je vais vous laisser après. Alors,
Donc, tout ça, c'est en termes de ressources. Donc, il y a des ressources, il y a des points sur lesquels vous allez trouver des vidéos, il y a des détails, il y a plein de choses. Comme je disais, aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de rester dans le passé, c'est-à-dire un peu remonter dans le passé pour voir ce qui s'est passé réellement au niveau de l'évolution de l'intelligence artificielle. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt de nous concentrer sur l'IA générative et sur ce qu'on appelle l'IA agentique. Mais ce slide, il est très important. Donc, c'est une remise à zéro pour les gens qui ne connaissent rien à l'intelligence artificielle. Ce slide-là, il dresse, c'est-à-dire les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Donc, je vais rapidement présenter, on va dire, ces concepts de base. Alors, d'abord, la question que tout le monde, pour laquelle tout le monde cherche une réponse. Donc, l'intelligence artificielle, d'abord, c'est une grande discipline qui a cherché depuis très longtemps, depuis même les années 50, les scientifiques ont cherché à doter les systèmes informatiques, c'est-à-dire les ordinateurs, de capacités intellectuelles qui sont semblables à celles des êtres humains. On essayait d'imiter le cerveau humain, c'est-à-dire l'être humain. Et également, on essayait donc d'imiter les animaux. Parce qu'en fait, les animaux, vous savez, dans le domaine de l'intelligence, il y a en fait deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence individuelle. Et on sait très bien que le cerveau humain, subhanallah al-azim, en fait, le cerveau humain, c'est ce qui est de plus intelligent aujourd'hui, en tout cas. Ce qui fait que les scientifiques, ils ont essayé de s'intéresser à l'intelligence individuelle humaine et après traduire ça dans ce qu'on appelle des algorithmes. Mais aussi, il y a une autre partie qui est très importante, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Alors l'intelligence collective, c'est le fait de dire finalement, c'est que avec l'intelligence artificielle individuelle, on va créer ce qu'on appelle des agents, on va créer une application qui se trouve dans une machine quelque part, et on va l'entraîner à faire des prédictions dans un domaine quelconque, mais en réalité pour résoudre des problèmes complexes, parfois un seul agent n'est pas suffisant pour résoudre des problèmes complexes, exactement comme les êtres humains. Les êtres humains, chacun a son intelligence individuelle, mais en réalité, nous, on travaille en collectif. Il y a l'intelligence collective. Donc effectivement, dans l'IA également, avec la notion, quand on entend AI agent, les agents, donc forcément, on est dans cette optique, c'est-à-dire exploiter l'intelligence individuelle et également exploiter l'intelligence collective. Alors, il faut savoir également c'est que l'intelligence artificielle, c'est une grande discipline dans laquelle il y a une partie de l'intelligence artificielle qui est très ancienne, qui s'appelle l'IA symbolique. C'est une façon un petit peu d'entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle qui représentent aujourd'hui moins de 5% des applications de l'IA. C'est un domaine qui n'a pas très bien décollé. C'est-à-dire les scientifiques ont travaillé dans ça depuis très longtemps, mais on va dire, c'est-à-dire jusqu'à présent, ce n'est pas ce qui est vraiment exploité dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais par contre, la partie la plus exploitée aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est machine learning, c'est l'apprentissage automatique. Donc, ce qui représente plus de 95% des applications d'aujourd'hui. Donc, quand vous dites l'IA, en réalité, c'est une grande discipline, mais aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est l'apprentissage automatique. C'est là où on va créer donc les applications. Alors maintenant, il faut juste également savoir une chose, c'est que dans le domaine de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire de machine learning, il existe deux façons pour entraîner les modèles, pour entraîner les intelligences artificielles. Il y a des modèles qui sont pilotés par les données et les modèles pilotés par l'expérience. Alors, ça veut dire quoi les modèles pilotés par les données? C'est-à-dire pour entraîner des modèles de l'IA, nous avons besoin de ce qu'on appelle les datasets, la data. Donc on va prendre un dataset qui contient un ensemble on va dire de questions-réponses qu'on connaît déjà, qui sont générées généralement par les experts. Et à partir de ces données-là, il existe plusieurs algorithmes qu'on utilise pour entraîner ces modèles. Et donc, quand vous obtenez un modèle, une fois que vous l'avez entraîné, eh bien, il peut faire des prédictions sur des données qu'il n'a jamais vues. C'est-à-dire il a appris cette intelligence-là qui lui permet de faire ce qu'on appelle des prédictions. Alors, quand on entraîne des modèles basés sur les données, on dit tout simplement le modèle il est piloté par les données.
Et dans ce domaine, en fait, il y a trois catégories des algorithmes d'apprentissage. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage auto-supervisé. Alors, il faut également comprendre ces trois éléments parce que c'est des éléments fondamentaux. Alors, dans l'apprentissage supervisé, nous avons besoin de ce qu'on appelle d'un dataset étiqueté, d'un dataset pour lequel on connaît les inputs et les outputs. C'est comme si vous dites, j'ai besoin d'un dataset dans lequel j'ai un ensemble de questions-réponses. Questions-réponses. Encore un dataset dans lequel j'ai un ensemble d'exercices avec solutions. C'est-à-dire, nous avons besoin des experts pour construire donc ce dataset qui est étiqueté. Et quand on a un dataset pour lequel on a les inputs et les outputs, eh bien, il existe plusieurs modèles d'intelligence artificielle, de machine learning, logistic regression, decision tree, random forest. Vous voyez donc ici, SVM, KNN. Il y a pas mal de modèles qu'on peut utiliser pour généralement pour entraîner, pour créer un modèle. C'est des algorithmes, bien sûr, qu'on utilise pour entraîner. OK? Alors, l'apprentissage supervisé, je donne toujours des exemples parce que c'est plus simple. C'est comme si, par exemple, au lieu de vous faire un cours sur, par exemple, particulier, ben, je vais vous donner quelques exercices avec solution. Je vous donne 5 exercices avec solution. Et à partir des 5 exercices avec solution, vous allez apprendre vous-même comment résoudre d'autres types d'exercices. Ça, c'est de l'apprentissage supervisé. Okay? Alors, donc, dans le domaine de l'apprentissage supervisé, il y a deux types de problèmes. Il y a ce qu'on appelle le problème de régression et le problème de classification. La même chose, il faut faire la différence entre ces deux types de modèles. Alors, quand est-ce qu'on parle d'un modèle de régression? Quand on prédit une valeur continue, c'est-à-dire on prédit une valeur quantitative. Par exemple, je voudrais prédire le prix d'un appartement. Prédire le prix d'un appartement en fonction de la superficie et du quartier. Donc, c'est de la régression. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je vais prédire? C'est le prix. Et le prix, c'est une valeur qui varie entre, je ne sais pas, c'est-à-dire c'est une valeur continue, n'est-ce pas? Donc, c'est une valeur quantitative. Et quand on veut prédire, par exemple, le nombre de jours qu'un malade va rester plutôt dans une clinique médicale, ça, c'est de la régression. C'est-à-dire on prédit une valeur qui est continue. Mais par contre, quand la classification, c'est qu'on prédit une sortie catégorique. C'est-à-dire quoi? Par exemple, je voudrais prédire, est-ce que, par exemple, une transaction financière, est-ce qu'elle est frauduleuse ou non? Frauduleuse ou non? C'est-à-dire, vous voyez donc, à la fin, à la sortie, qu'est-ce que j'ai oui ou bien non? Alors ça, c'est un problème de classification. Je vais prédire, par exemple, si c'est un animal, est-ce que c'est un chien, ou bien un chat, ou bien, par exemple, un loup. Voilà. Alors, c'est quoi ça? C'est de la parce qu'à la sortie, ça peut être soit ça, soit ça, soit ça. Donc, vous voyez donc la différence entre la classification et la régression. C'est clustering, classification? La clustering, ça c'est autre chose. En classification, vous voyez donc tout ça, régression, classification, c'est de l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire on a toujours un dataset pour lequel on connaît les entrées et les sorties. Sauf que la différence, c'est dans la sortie. Si la sortie, c'est une variable continue, on parle de régression. Si c'est une variable catégorique, qualitative si vous voulez, on parle d'une classification. Donc, c'est un concept qui est assez intéressant. Alors, après, il y a l'apprentissage non supervisé. Alors, dans l'apprentissage non supervisé, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons un dataset non étiqueté. C'est-à-dire, j'ai un dataset pour lequel je ne connais pas les outputs. Et on va utiliser un algorithme, ce qu'on appelle un algorithme de clustering, qui va fouiller dans ces données, en utilisant ce qu'on appelle des mesures de similarité. Et bien, ces algorithmes, ils arrivent à créer ce qu'on appelle des clusters, à former des groupes dans ces données-là. C'est des groupes homogènes, effectivement, dans le dataset. C'est comme si vous avez un ensemble de personnes, par exemple, dans une entreprise, vous avez l'âge, vous prenez des personnes avec l'âge, avec le salaire, avec l'ancienneté. Et après, vous dites, j'ai 200 personnes, mais je voudrais créer
4 catégories, 4 clusters. Et après, donc, vous voyez, donc, au début, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à analyser les valeurs des âges, des salaires, etc. Et à la fin, vous allez sortir, vous allez dire, j'ai la catégorie A, la catégorie B, la catégorie C, etc. Donc, c'est de l'apprentissage non supervisé. Donc, non supervisé, ça veut dire que vous avez un dataset qui n'est pas étiqueté. Donc, on va utiliser des algorithmes qui sont assez connus, comme Camille, c'est très connu, qui permet de faire ce genre d'opération. Et puis, il y a un troisième type d'apprentissage qui est très important aujourd'hui, qui est un peu peu connu, c'est l'apprentissage autosupervisé. Alors, dans l'apprentissage autosupervisé, c'est ce qui est utilisé généralement dans l'IA générative. L'idée principale, c'est quoi? C'est qu'on va prendre cette fois-ci des données non structurées. Par exemple, le texte. Vous savez, si vous prenez un texte, c'est des données qui ne sont pas structurées. Et quand on va prendre ce texte-là, on va donner le texte au modèle de l'intelligence artificielle. Et quand on va lui donner le texte, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de cacher des mots. On va vers le texte, on va essayer de cacher des mots, des parties de ce texte. Et après, on va entraîner le modèle pour qu'il puisse prédire les mots qui sont cachés. C'est exactement ça, c'est comme ça que ça marche. En fait, ChatGPT, c'est comme ça qu'il a été entraîné. C'est avec l'apprentissage auto-supervisé. Parce que quand on va entraîner des modèles de l'IA générative, généralement, on va prendre des données non structurées. Il y a le texte, il y a l'audio, il y a les images. Et donc, l'apprentissage auto-supervisé, c'est à peu près ça. C'est comme si ce qu'on fait quand on était en primaire, il faut rappeler, l'instituteur nous donnait parfois remplir les... N'est-ce pas? Vous avez un texte, Imla al-Fara, exactement. C'est exactement ça. C'est de l'apprentissage auto-supervisé. C'est-à-dire, si en fonction du texte, moi je dois deviner qu'est-ce qui est caché. Eh bien, c'est un peu les modèles dont on va parler tout à l'heure, c'est comme ça que ça marche. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des modèles qui sont pilotés par les données. Donc, Hatchi, d'abord, c'est fondamental. Quand on parle de l'intelligence artificielle, il va falloir que vous ayez cette carte comme ça. Et puis, vous avez, il y a l'autre type de modèle, c'est les modèles pilotés par l'expérience. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Alors, dans le modèle de l'apprentissage par renforcement, on n'a pas besoin des données. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un agent qui va agir sur l'environnement. Il va agir sur l'environnement. Et après l'environnement, on va lui donner ce qu'on appelle des récompenses. Vous savez, c'est comme un petit enfant, un petit gamin, un bébé. Vous savez, un bébé, quand il est né, il connaît rien. Mais comment il apprend? Ce qu'il apprend, ce qu'il fait, il va tâtonner, n'est-ce pas? Il va se mettre debout, il va peut-être, je ne sais pas, il va heurter le mur, n'est-ce pas? Donc il va agir sur l'environnement. Et quand il agit sur l'environnement, qu'est-ce qui se passe? Il aura une récompense. On va dire que la récompense, ça peut être soit positive ou bien négative. Moi, j'ai heurté le mur, je me suis fait mal, je pleure. Et l'enfant, il change d'état. Et après, donc, vous voyez, donc, avec l'environnement, je reçois des récompenses. Et si je fais ça une dizaine, une centaine, des milliers de fois, j'essaye de faire ce travail-là, et bien à un moment donné, le petit gamin, il est capable de se débrouiller, de savoir quelle est l'action optimale à prendre. C'est-à-dire, quand il est dans une situation, il sait très bien qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qui est le mieux à faire dans une situation donnée. Je donne toujours un autre exemple pour l'apprentissage par renforcement. C'est comme si vous prenez par exemple une personne aveugle, une personne qui ne voit pas. Vous placez la personne dans un immeuble à l'intérieur et vous lui dites d'emprunter la sortie. Vous imaginez qu'est-ce qu'il va faire? Il va tâtonner à chercher la sortie pendant peut-être des heures et des heures. Il va tâtonner pendant des heures et quand il va trouver la sortie, on va encore lui demander d'aller vers un autre point, un autre endroit et d'essayer encore de chercher la sortie. Il va faire ce travail-là, s'il fait ce travail-là pendant des centaines de fois, l'opération c'est l'exploration. Il explore l'environnement. D'accord? On explore l'environnement. Une fois qu'il a fait ce travail-là pendant des centaines de fois, eh bien, à un moment donné, il va construire ce qu'on appelle une table d'apprentissage, à travers laquelle il apprend. Mais une fois qu'il aurait appris, alors croyez-moi, la personne aveugle, vous la placez dans n'importe quel endroit de l'immeuble, vous lui demandez d'aller sortir, il va emprunter un chemin optimal. Rapidement, il va trouver
la sortie. Alors, l'intelligence artificielle utilise beaucoup également l'apprentissage par renforcement. Alors, maintenant, vous voyez donc dans le machine learning, vous avez plein d'algorithmes, comme j'en ai parlé tout à l'heure, SVM, KNN, etc. Mais vous avez un type d'algorithme qui est très important, c'est les réseaux de neurones artificiels. Voilà que Neural Network, c'est l'un des algorithmes parmi plusieurs qui sont utilisés pour faire l'apprentissage automatique. Alors, les réseaux de neurones artificiels, c'est un type d'algorithme qui va imiter les neurones biologiques, c'est-à-dire le cerveau humain. Et il se trouve aujourd'hui, c'est les algorithmes les plus utilisés dans l'intelligence artificielle. Et donc, maintenant, dans le domaine, c'est-à-dire en utilisant les réseaux de neurones, et quand vous avez des problèmes dans lesquels vous allez manipuler des grandes quantités de données, comme les images, comme les vidéos, alors généralement, les modèles de machine learning classiques ne sont pas capables de donner des bons résultats. Donc, dans ce cas-là, nous aurons besoin forcément d'utiliser des réseaux de neurones artificiels, plutôt des modèles comme les réseaux de neurones artificiels. Et dans ce cas-là, vous êtes dans ce qu'on appelle deep learning. Alors, deep learning, c'est quoi? C'est une partie de machine learning, et dans laquelle, forcément, on utilise les réseaux de neurones artificiels. Et dans ce domaine, on va généralement s'intéresser à des types de données, comme par exemple l'image, comme le son, comme la vidéo, parce que vous savez, une image, si je vous donne une image de 1 mégapixel, ça veut dire que c'est une image dans laquelle vous avez 1 million de pixels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous donnez une image à un modèle d'intelligence artificielle, c'est comme si vous lui donnez combien de variables en entrée. Vous lui donnez 1 million de variables, parce que chaque pixel, c'est une variable. Donc, ce qui fait quand on manipule les images, c'est-à-dire on a besoin d'une grande capacité de calcul, et les modèles classiques, généralement, ne donnent pas de très bons résultats. C'est pour cela, en deep learning, nous aurons souvent besoin d'utiliser les réseaux de neurones artificiels. Et puis, donc, dans le deep learning, il y a plein de modèles qui sont exploités. Dans le domaine de l'image, vous avez des modèles CNN, par exemple, les séries temporelles RNN et LSTM, et vous avez la partie NLP, c'est-à-dire NLP, Natural Language Processing, c'est le traitement naturel des langages, c'est-à-dire la recherche s'est intéressée à ce domaine depuis longtemps. Et bien, maintenant, dans Deep Learning, vous avez l'IA générative. Alors, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'IA générative. Et dans l'IA générative, vous voyez, on va utiliser des modèles, c'est ce qu'on appelle les LLM. Le terme LLM, c'est Large Language Model. Alors, tout ce qu'on va faire dans la suite de la présentation, ça va concerner l'utilisation des Large Language Models. Parce qu'aujourd'hui, c'est la partie de l'intelligence artificielle la plus exploitée bien sûr par les entreprises. Et du coup, donc, on est là. Donc, vous voyez donc le dessin comme ça, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, vous voyez que LLM, c'est une petite partie, n'est-ce pas? C'est un point de l'ensemble. Mais il se trouve qu'avec le petit point, c'est la partie la plus importante, c'est le concentré de l'intelligence artificielle. Tout ce que la recherche scientifique a produit dans le domaine de l'intelligence artificielle depuis des années et des années, elle est concentrée dans ces LLM. Donc votre chat GPT, c'est un Large Language Model. Alors, donc, ce qui fait, voilà, donc ça m'a pris un peu de temps, mais ce slide-là, vraiment, vous pouvez, voilà le lien de la vidéo qui détaille un peu, avec des exemples, l'apprentissage supervisé. C'est une playlist dans laquelle vous avez vraiment, pour les gens qui veulent vraiment aller plus loin, prenez le temps, il y a tout ce qu'il faut, c'est bien détaillé. Alors, en tout cas, l'IA générative, donc d'abord c'est quoi? L'IA générative, c'est un type d'intelligence artificielle qui est capable de générer des nouvelles données, comme par exemple les images, comme le texte, comme la vidéo, comme la musique, en utilisant des modèles qui sont entraînés sur un large corpus de données. C'est-à-dire, ce qu'elle a fait ChatGPT, c'est qu'elle a pris toutes les données du web,
vous avez une grande quantité de données. On va utiliser tout ce qu'on appelle ce corpus de données. On va entraîner le modèle. Une fois qu'il est entraîné, généralement, dans l'entraînement, on va utiliser quel type d'apprentissage? Auto-supervisé, parce que c'est des données non structurées. On va utiliser l'apprentissage supervisé, parce qu'à un moment donné, nous aurons besoin des êtres humains qui vont dire ça c'est correct, ça c'est pas correct. On a besoin d'étiqueter, c'est-à-dire. Et après, il y a de l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire ChatGPT, il utilise tous les modèles pour construire c'est-à-dire cet élément-là. Donc, maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, ça fait 3 années, que l'IA générative, on vit, si vous voulez, ce qu'on appelle l'âge d'or de l'intelligence artificielle. Il y a 3 choses qui sont fondamentales. D'abord, la première, c'est la puissance des modèles. C'est-à-dire, dans le domaine des modèles, en 2017, il y a des auteurs chez Google ont publié un article. Que vous voyez là, ici, qui s'appelle « Attention is all you need ». Alors, ça, c'est on va dire, la vague de l'intelligence artificielle, ou le tsunami, comme vous voulez l'appeler, ça a commencé à partir de là. Alors, donc ici, vous voyez l'article, vous avez le lien, vous pouvez le consulter. Donc ça, c'est un article qui a été publié, dans lequel on montre tout simplement, on introduit ce qu'on appelle un mécanisme d'attention, ou ce qu'on appelle self-attention. Et en résumé, c'est de simple calcul matriciel. C'est-à-dire, ce mécanisme d'attention, c'est un simple calcul matriciel qui fait que finalement, on a trouvé une façon plus simple. On a trouvé une façon plus simple pour comprendre le texte, comprendre le langage. Donc, bien sûr, bon, si vous êtes des spécialistes dans l'IA et si vous faites des publications scientifiques, ça fait partie de l'état de l'art, etc. Mais juste pour nous, ce qui nous intéresse, c'est que à travers cet article, il y a un nouveau type d'algorithme qui a été créé qu'on appelle les transformers. Les transformers, c'est le terme. Les transformers sont créés à base de cet article. Et vite fait, avant les transformers, en fait, en 2014, l'IA générative, ça commençait avec des modèles, ce qu'on appelle les GANs. Alors, les GANs, vous avez un site, ici, j'ai le lien, « This person does not exist ». Ouais, regardez. « This person does not exist », ben, tout simplement, c'était le premier site qui a été créé. À chaque fois que j'actualise, il me génère une personne. Mais ces personnes-là, ça n'existe pas réellement. C'est inventé par l'intelligence artificielle. Et après, derrière ces modèles génératifs, donc, nous utilisons des modèles qu'on appelle les GANs. Ça a commencé en 2014. Mais en 2017, avec les transformers, les choses vont s'accélérer. Alors d'abord, il y a OpenAI que vous connaissez, qui a développé ChatGPT. Il a pris donc, cet article-là, et après, ils ont créé leur propre modèle transformer qui s'appelle GPT. Alors GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformers. Donc à partir de ce modèle-là, ils ont créé ChatGPT. Donc vous voyez, donc c'est Google qui a publié le premier article, mais qui en a profité le mieux, c'est OpenAI. Donc OpenAI, il en a profité, il a développé rapidement ChatGPT. Et en 2020, tout le monde était étonné qu'il y a quelque chose qui s'appelle ChatGPT, notamment avec la version 3. Et rapidement, les choses se sont développées, la version 3.5. Après, vous avez plein de modèles, GPT-4, Gemini, Llama, DeepSeek, Claude. Donc vous avez, mais tous c'est-à-dire ces modèles de l'IA générative, ils sont basés sur ce qu'on appelle les transformers. Donc c'est la base, si vous voulez, de cette évolution. Alors bien sûr, Google lui-même, il a créé son propre modèle qui s'appelle BERT, Transformer, Bidirection Encoder Representation for Transformers. Et après, donc on voit aujourd'hui, chaque 2 semaines, on nous dit qu'il y a une nouvelle version de LLM. Dans les LLM, vous avez des LLM qui sont propriétaires, qui demandent de payer, parce que ça c'est vraiment une industrie qui rapporte beaucoup pour ces entreprises. Mais il ne faut pas oublier que vous avez les LLM open source. Donc il y a un site qui s'appelle Hugging Face,
donc je vais vous le montrer tout à l'heure, dans lequel vous avez des milliers de LLM open source. Alors, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas utiliser ChatGPT, sachez que vous pouvez télécharger votre propre LLM open source. DeepSeek, il est open source. Vous pouvez le télécharger, vous le démarrez. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Et vous pouvez l'utiliser dans votre machine à condition d'avoir une bonne machine avec justement les GPU. Et justement, j'arrive à un autre point parce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on vit l'âge d'or de l'intelligence artificielle? Trois choses. Les LLMs, l'abondance des données. C'est le web, il a fourni vraiment beaucoup de data pour entraîner ces modèles. Et le troisième, c'est le HPC, High Performance Computing, c'est-à-dire les GPU. Alors vous savez, aujourd'hui, les gens qui font de l'intelligence artificielle, ils cherchent toujours à acheter des cartes graphiques. NVIDIA, NVIDIA, aujourd'hui, on va dire, c'est l'entreprise qui a créé des richesses incroyables grâce, bien sûr, à ces cartes. Et bien, tout simplement, les GPU, c'est quoi? C'est des cartes graphiques dans lesquelles on trouve des milliers de petits microprocesseurs. Si vous achetez aujourd'hui, quelqu'un qui veut acheter un PC gamer pour jouer des jeux, eh ben vous avez des cartes graphiques dans lesquelles vous avez des milliers de petits microprocesseurs. Et donc, vous savez que l'intelligence artificielle, tous les algorithmes font du calcul matriciel, c'est de l'algèbre linéaire. Et donc, pour faire le calcul matriciel, pour accélérer les calculs, nous avons besoin de faire ce qu'on appelle le calcul parallèle. Et pour faire du calcul parallèle, vous avez besoin de beaucoup de microprocesseurs. Et justement, c'est ces GPU-là qui accélèrent, c'est-à-dire les calculs. Ben, c'est ce qui fait les GPU, les TPU, le cloud computing, c'est ce qui font que les choses se sont développées. Alors, maintenant, maintenant, on sait déjà sur l'écosystème, nous avons les LLMs qui sont là. Alors maintenant, comment tirer profit de l'intelligence artificielle? Alors forcément, il y a une discipline que vous devrez absolument apprendre, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie des prompts. C'est prompt engineering. Alors maintenant, c'est-à-dire quoi? C'est comment je dois écrire ma question que je vais poser à un LLM pour que je puisse avoir la réponse attendue. Alors, c'est pour cela, c'est quoi le prompt engineering? Vous avez deux choses. Vous avez le prompt et engineering. D'abord, c'est quoi un prompt? Ben, un prompt, c'est un ensemble d'instructions spécifiques qu'on va envoyer à un LLM pour accomplir une tâche. Tout simplement, c'est la question que vous posez à un LLM, à ChatGPT par exemple. Et c'est quoi l'ingénierie? C'est un processus qui consiste à concevoir, c'est-à-dire comment concevoir, créer, évaluer et déployer les prompts. Parce que, c'est-à-dire quand j'écris un prompt, bah, scientifiquement parlant, comment je peux faire confiance à un prompt? Et pour savoir comment un prompt est bien fait, il faut l'évaluer, il faut savoir ses performances. Donc ce qui fait que dans l'ingénierie des prompts, il y a des étapes qu'on suit généralement qui montrent quels sont les différents types de prompts, comment concevoir des prompts, comment les créer et comment les évaluer. Surtout à la fin, on va faire appel à des informaticiens savants pour déployer ces prompts dans des applications qui font qu'à un moment donné, l'utilisateur final, il va saisir, il va cliquer sur des boutons et que j'ai une application qui est basée sur l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer des exemples. Alors maintenant, on va s'intéresser au prompt. Donc un prompt, d'abord il y a deux parties, il y a la structure et les paramètres. Alors au niveau structure, un prompt. Donc vous avez, en fait, il y a deux types de prompts. Dans un prompt, il y a ce qu'on appelle le zero shot prompt et le few shot prompt. Je vous explique, regardez bien. Alors dans un prompt, vous avez trois parties. Vous avez la première partie, c'est ce qu'on appelle system message. System message, qu'est-ce qu'il y a dans system message? C'est un ensemble d'instructions qui expliquent de manière très claire la problématique de la tâche à accomplir. Parce que si vous voulez poser la question à une intelligence artificielle, il faut bien expliquer la problématique. On le dit souvent, si on sait bien poser le problème, c'est la moitié de la réponse. Exactement. Donc, c'est-à-dire, la manière du système ici, c'est lui qui décrit la problématique. Alors, après, ça c'est plutôt système message. Après, par la suite, vous avez la deuxième partie d'un prompt, c'est ce qu'on appelle les few shot examples. Alors, few shot examples, pourquoi? Parce que parfois,
l'intelligence artificielle, si vous lui posez votre question, parfois, il aura du mal à comprendre votre question. Et parfois, nous avons besoin de lui donner quelques exemples avec réponse. C'est-à-dire, voilà la problématique, et après, je veux lui dire, sachant que pour cette question-là, voilà la réponse. Pour cette question, voilà la réponse. C'est-à-dire, dans le prompt, je peux spécifier quelques exemples avec réponse. Alors, ces exemples avec réponse que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les few shot examples. Few shot examples, c'est un ensemble d'exemples avec solution. C'est comme si vous posez un exercice à un étudiant, vous leur posez le problème, et quand vous voyez qu'ils ont du mal à comprendre le problème, ben vous leur donnez à la fin quelques exemples avec, par exemple, pour cet exemple-là, voilà la réponse. Pour cet exemple-là, voilà la réponse. Vous voyez donc l'intelligence artificielle parfois, avec uniquement 2 exemples, ou bien 3 exemples, dans le prompt, vous l'aidez à mieux comprendre votre problématique. Et puis la troisième partie du prompt, c'est la question de l'utilisateur. C'est-à-dire finalement, l'utilisateur, quand il va saisir sa question, c'est ce qu'on appelle user input. User input, c'est la question posée par l'utilisateur. Et donc, quand vous posez la question à l'utilisateur, c'est que vous êtes en train de demander au LLM, c'est-à-dire par exemple la ChatGPT, vous êtes en train de lui demander « Réponds-moi à ma question en utilisant quoi? Système. En utilisant le contexte qui est décrit dans le système message. Et également en s'inspirant de quelques exemples avec réponse que je t'ai précisé dans le prompt. Alors, si vous faites ça, c'est que vous avez un prompt complet. Et ce genre de prompt, c'est ce qu'on appelle le few shot prompt. Donc, c'est un prompt qui est guidé par des exemples. Mais parfois, on n'a pas besoin de donner des exemples avec solution dans le prompt. Alors, dans ce cas-là, on parle de ce qu'on appelle zero shot prompt. Alors, zero shot prompt, c'est-à-dire tout simplement, c'est un prompt dans lequel vous avez system message et user input. On n'a pas besoin de spécifier les exemples avec réponse. Alors, après, par la suite, je vais vous parler d'un autre type de prompt qui s'appelle chain of thought prompt, ce qu'on appelle code prompt, justement qui est lié aux agents, donc je vais y revenir. Mais pour le moment, retenez juste ça. C'est que dans un prompt, au niveau structure, vous avez deux types, zero shot prompt et few shot prompt. Et puis dans un prompt, vous avez des paramètres. Et souvent, les gens ne connaissent pas ces paramètres qui sont très importants. Parmi les paramètres, il y a un paramètre qui s'appelle la température. Quand vous posez la question à une intelligence artificielle générative, il faut préciser la valeur de la température. Alors quand vous travaillez sur ChatGPT, vous ne précisez pas cette valeur-là parce qu'il y a toujours une valeur par défaut. Alors la température, c'est une valeur qui varie entre 0 et 1. Ça peut être 0,5, 0,7, etc. Alors, si vous cherchez une réponse factuelle, c'est-à-dire si vous cherchez une réponse précise, vous allez donner une température égale à 0. C'est-à-dire quand la température égale à 0, c'est que vous êtes en train de dire à ChatGPT par exemple, donne-moi la réponse la plus probable. C'est-à-dire, si vous utilisez la température égale à 0, vous posez la même question à l'intelligence artificielle 50 fois, vous allez obtenir la même réponse. Parce que la température est égale à 0. N'est-ce pas? Mais par contre, par exemple, vous êtes en train de créer une application de l'analyse des sentiments. L'analyse des sentiments, c'est-à-dire vous lui dites, j'ai un review, j'ai par exemple une plainte ou plutôt un commentaire d'un utilisateur, et je voudrais que tu me dises, est-ce que ce commentaire cache un sentiment positif ou bien négatif? Donc vous voyez donc la réponse que j'attends, c'est quoi? Soit positif, soit négatif. Donc, la température, qu'est-ce que je vais mettre dans la température? 0. Ben, je vais mettre 0. Pourquoi 0? 0, ça veut dire parce que j'attends soit positif, soit négatif. C'est-à-dire j'attends des réponses qui sont précises. Mais par contre, si vous lui posez la question, je voudrais que tu me génères une histoire. Je ne vais pas donner la température 0. Pourquoi? Parce que si donc, dans ce cas-là, si je vous donne la température égale à 1, et bien tout simplement, vous êtes en train de lui dire, essaie à chaque fois d'imaginer. C'est-à-dire, vous allez plutôt utiliser c'est-à-dire l'imagination. C'est qu'à chaque fois que vous lui posez la même question, il vous donne une histoire différente. Pourquoi? Tout simplement parce que la température, elle est proche de 1. Si la température est proche de 1, l'intelligence artificielle, pour la même réponse, il vous donne plutôt pour la même question, il vous donne des réponses qui sont différentes. Mais si la température est égale à 0, je ne vais pas donner la température 0. Je vais mettre 0. Pourquoi? 0, ça veut dire parce que j'attends soit positif, soit négatif. C'est-à-dire j'attends des réponses qui sont précises. Mais par contre, si vous lui posez la question, je voudrais que tu me génères une histoire. Je ne vais pas donner la température 0. Pourquoi? Parce que si vous lui posez la question, je voudrais que tu me génères une histoire. Je vais pas donner la température 0.
Vous allez obtenir toujours la même réponse si vous posez la question plusieurs fois. Donc, c'est un paramètre qui est très important. Le deuxième paramètre qui est très important, c'est les max tokens. Alors, max tokens, pourquoi? Vous devrez savoir une chose. Dans le domaine de NLP, Natural Language Processing, la première des choses que font les algorithmes, quand vous leur donnez un texte, la première des choses qu'ils font, c'est qu'ils vont diviser le texte en un ensemble de tokens. Bon, un token, ça peut être un mot du texte, comme ça peut être une partie du mot. Donc, la notion de tokens, et vous savez que l'intelligence artificielle, si vous regardez la facturation, le système de facturation, on vous dit que, par exemple, vous payez 0,5 $ par million de tokens. Donc, c'est-à-dire que l'IA, quand il génère le contenu, il utilise la notion de tokens. Alors, vous avez un site ici qui s'appelle plateforme OpenAI Tokenizer. Regardez. Alors, par exemple, j'écris un texte. Bon, je vais agrandir un petit peu. Je suis en train de vous expliquer, par exemple, des choses, etc. Regardez. Alors, ça, c'est un texte. Mais regardez, ChatGPT, comment il le divise en tokens. Je, c'est un token. Suis avec l'espace avant, c'est un token. Entre, c'est un token. Vous voyez donc avec chaque élément ici, c'est un token. Donc ça veut dire que l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, il travaille avec les tokens. C'est un texte, il est divisé en tokens. Alors maintenant, ça c'est un point important à savoir. Quand vous entendez la notion de token, et bien tout simplement un token c'est une partie. Généralement dans un mot, vous allez trouver soit un token, 2 tokens, jusqu'à 3 tokens. Donc ça dépend du mot. C'est avec ça qu'il arrive à comprendre le sens du texte. Il y a un point important. Pourquoi max tokens? Il faut savoir également une chose, c'est que les LLMs, ils ont une caractéristique qui s'appelle context window. Achète context window. Context window parce que tous les LLMs utilisent les transformers. Et l'un des inconvénients des transformers, c'est qu'ils utilisent des matrices qui ont une dimension fixe. C'est-à-dire chaque modèle d'intelligence artificielle, il fixe la taille de la matrice qu'il utilise pour l'apprentissage. Et donc, la taille de la matrice, c'est ce qu'on appelle le context window. Par exemple, si vous prenez GPT 3.5, le context window, c'est 4096. Ça veut dire quoi 4096? Ça veut dire que GPT 3.5 ne peut pas accepter un texte qui dépasse 4096 tokens. Il y a une limite. Si vous lui donnez un texte qui contient 50 pages, vous lui dites « traduis-moi ce texte », il ne pourra pas vous traduire votre texte. Pourquoi? Parce que votre texte, il dépasse la limite, le context window. Donc, ce qui fait que quand vous utilisez un modèle d'intelligence artificielle, regardez toujours son context window. Il se trouve aujourd'hui, par exemple, GPT-4, c'est 128 000 tokens. Maintenant, le LLM, si vous voulez, qui a un context window le plus grand, c'est Gemini. Gemini, il a un compte, c'est 1 million de tokens. C'est-à-dire, c'est pour cela d'ailleurs pour les gens qui utilisent Notebook LM, qui est un outil qu'il faut vraiment utiliser, donc je vais revenir tout à l'heure, il est capable de recevoir des documents PDF de centaines de pages et après il va vous donner des réponses sur ces documents. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a cette capacité d'avoir un context window qui est très grand. Autrement, donc il faut passer par d'autres techniques. Donc, ce qui fait quand vous posez la question à un LLM, vous lui dites ne dépasse pas, dans ta réponse, ne dépasse pas, par exemple, 600 tokens. C'est à vous de préciser dans le prompt le maximum de tokens. Pourquoi tout simplement ne dépasse pas? Parce que d'abord, parce que la facturation, les entreprises, ils facturent l'IA avec les tokens. Donc, j'ai besoin de dire, parce que vous savez, ChatGPT, il est bavard. Si vous lui dites pas ça, quand vous lui posez une question, il commence à vous raconter toute l'histoire de... Donc, ce qui fait que si vous voulez limiter, vous lui dites « je veux un résumé, etc. », généralement, vous pouvez fixer le nombre de tokens. Donc, c'est une partie qui est très importante sur l'ingénierie des prompts. Alors, vous avez ici un exemple de prompt. Par exemple, System Message. Dans System Message, je vais placer « vous êtes assistant responsable d'analyser le sentiment du commentaire fourni par l'utilisateur ». Le sentiment peut être soit positif, négatif ou neutre. Donc, c'est System Message. Regardez les few-shot exemples. Je vais lui dire, par exemple, je suis insatisfait. Je suppose que la réponse doit être
négative. Je suis assez satisfait, c'est neutre. Bon, ça c'est juste les few shot examples. Et après, vous lui posez la question, ça c'est user input. Je trouve que d'autres produits sont beaucoup meilleurs que votre produit. Donc l'IA, avec ce système message, avec ces deux exemples, il doit être capable de tirer le sentiment de ce texte. Alors maintenant, on arrive à les deux dernières parties qui sont très importantes. C'est comment tirer profit de l'intelligence artificielle. Alors, donc, si vous savez ce que c'est le prompt engineering, vous pouvez commencer à profiter, à tirer profit de l'intelligence artificielle. Il y a trois façons, si vous voulez. La première, c'est utiliser ce qu'on appelle le few-shot learning. Le few-shot learning, c'est ce que je viens de vous expliquer. Vous avez, à travers une application, vous allez poser une question, et cette question-là, vous allez la poser sous forme d'un prompt. Et dans le prompt, vous avez system message, vous avez quelques exemples, et vous avez la question user input. Vous envoyez la requête vers le LLM comme ChatGPT. Lui, il va comprendre votre question. Après, il va vous donner la réponse. Donc, si il y a beaucoup d'applications que vous utilisez dans le web qui font des few-shot prompting. C'est-à-dire, ils utilisent un modèle généraliste et avec quelques exemples, avec un système message bien fait, avec quelques exemples avec réponse, j'arrive à créer des applications qui apportent des réponses sur des tâches qui sont spécifiques. C'est la première. La deuxième technique, c'est de faire ce qu'on appelle le fine-tuning. Le terme de fine-tuning, c'est important. Fine-tuning, ça veut dire quoi? Fine-tuning, ça veut dire que je vais prendre un LLM généraliste, par exemple comme DeepSeek ou la Llama ou la ChatGPT, par exemple, 4. Et après, je vais utiliser un dataset spécifique. Dans mon domaine, par exemple, je suis un médecin, j'ai un dataset dans lequel j'ai des patients et j'ai le type de maladie, etc. Donc, j'ai un dataset. Et bien, si j'ai un dataset, et bien, tout simplement, ce que je vais faire, je vais prendre ce dataset dont je dispose dans mon domaine et je vais réentraîner le LLM. On va prendre un LLM généraliste, on va lui donner un dataset dans un domaine spécifique, on va l'entraîner à nouveau, et bien, ça va nous donner un autre LLM. C'est comme ça que les LLM, on les produit aujourd'hui. C'est-à-dire, la base de LLM, il y a GPT, il y a en fait BERT, il y a Llama, mais tous les autres LLM que vous voyez, généralement, la majorité des cas, c'est du fine-tuning. On utilise un modèle, on fait du fine-tuning pour obtenir un autre modèle. Sauf que, le LLM qui est généraliste au début, et bien, tout simplement, on va produire un LLM qui est spécialiste. Dès que l'histoire d'un médecin généraliste, ou un LLM généraliste, vous savez, un médecin généraliste, vous pouvez toujours le consulter. Mais parfois, il n'est pas capable de vous donner des réponses qui sont assez précises. Et bien, si je prends ce médecin généraliste, je vais lui faire une formation dans un domaine spécialisé. Vous voyez, donc j'utilise ce dataset. Et bien, ça devient un médecin qui est spécialiste. Vous avez un LLM qui est spécialisé en médecine, ou là, en éducation, etc. Donc, ce qui fait que si vous regardez dans Hugging Face, vous allez trouver des milliers de LLM qui sont spécialisés dans des tâches qui sont spécifiques. Et ça, ce fine-tuning, on le fait. Moi, personnellement, j'ai travaillé sur un projet. Tout récemment, en fait, vous savez, l'un des problèmes les plus complexes que j'ai rencontrés dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est la reconnaissance optique des manuscrits arabes. Vous savez que le ministère de l'Intérieur, il est en train de digitaliser l'état civil. Et vous savez, l'état civil, donc les actes de naissance écrits à la main depuis les années 60, et après, il faut les digitaliser. Et pour les digitaliser, à un moment donné, il y a beaucoup d'entreprises qui prennent ces lots, ils recrutent beaucoup de personnes qui commencent à saisir c'est-à-dire ça dans des bases de données. Alors, sauf qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a beaucoup d'erreurs de saisie, premièrement. Deuxième, c'est que ça prend beaucoup de temps. Alors, l'entreprise, il m'a expliqué qu'ils ont recruté une personne, pendant toute la journée, il a pu saisir 2 actes de naissance, dans toute la journée. Et après, ils ont fait le calcul, ils ont trouvé que c'est impossible de digitaliser. Si on part avec cette façon de faire, on va attendre sans doute une centaine d'années pour digitaliser tout ça. Donc, ce qui fait, il faut le ministère de l'Intérieur, alors qu'avant, on ne pensait jamais à l'intelligence artificielle.
Et bien tout simplement, ils ont tiré la conclusion, il faut utiliser, c'est-à-dire, il a demandé aux entreprises qui vont travailler sur ce problème d'utiliser l'intelligence artificielle. Ben, heureusement, il y a une entreprise qui nous a contactés dans le cadre du labo. Ils nous ont dit, voilà la problématique. Et justement, on a fait pas mal d'investigations. Moi, personnellement, j'ai travaillé sur un exemple dans lequel ils nous ont donné un dataset. Ça veut dire quoi le dataset? Ils ont déjà cisé une centaine d'actes. Donc, pour cette image, voilà les données. Bon, on a pris ces données-là, on a pris un LLM, on a testé plusieurs LLMs, on a fait le fine-tuning, on a obtenu un LLM qui est spécialisé dans cette tâche spécifique. Et aujourd'hui, on a fait un POC qui marche très bien. Et avant l'IA générative, c'était quasiment impossible. Vraiment, c'est le problème le plus compliqué du monde. Pourquoi? Parce que quand je prends moi-même un document de l'acte de naissance, aux yeux, je n'arrive même pas à lire, honnêtement. C'est-à-dire, même si je vous demande de lire, alors que l'IA, il arrive à déchiffrer le contenu. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on arrive, avec par exemple le fine-tuning, on arrive à développer rapidement des modèles qui sont capables de résoudre des problèmes qui étaient très délicats à résoudre auparavant. Donc ça, c'est juste un exemple. Peut-être je vais vous montrer une petite démo après. Alors, donc ça, c'est le fine-tuning. Et après, il y a la troisième façon de faire. Vous savez, dans les LLMs, ils sont connus par le problème qui s'appelle l'hallucination. Le terme hallucination, l'halwasa. Parfois, vous savez que le LLM, si vous dites un LLM, donne-moi un rapport financier sur les performances de mon entreprise entre 2020 et 2024. Oui, ben, le LLM ne pourra jamais répondre à cette question. On est bien d'accord. Pourquoi il ne peut pas répondre à cette question? D'abord parce qu'il ne connaît pas votre entreprise, il n'a pas les données, l'historique, les données financières de votre entreprise. Donc si vous commencez à lui poser ces questions-là, à un moment donné, parfois il va halluciner. Halluciner, c'est-à-dire il va répondre avec n'importe quoi. Donc, quelles sont les entreprises maintenant? Comment je peux poser la question à LLM pour lui demander de répondre à des questions qui concernent les données dont je dispose moi-même? Eh bien, tout simplement, on utilise des modèles, ce qu'on appelle RAG, Retrieval Augmented Generation. Alors, comment ça marche le système RAG? Regardez bien. On va prendre les données non structurées. On va prendre tous les fichiers PDF, les fichiers, les PowerPoint, tous les documents que vous stockez quelque part, que vous n'exploitez pas, on va les prendre. Ben, ces documents-là, on va d'abord faire ce qu'on appelle une opération qui s'appelle split. Je prends le texte du fichier PDF, je vais le découper en un ensemble de petits morceaux, des petits paragraphes. C'est ce qu'on appelle les chunks. Pourquoi on a besoin de les découper en chunks? Parce que le LLM a le context window. Le context window, c'est limité. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre un document PDF de 100 pages, il est incapable parce qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on prend, par exemple, un fichier PDF, on prend le texte page par page, ce qu'on appelle les chunks, et puis ces chunks-là, on va les convertir dans des vecteurs. L'opération, ça s'appelle embedding. Donc, les vecteurs, c'est un ordre, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, il fait que des calculs matriciels. Et dans le calcul matriciel, il n'y a pas de texte, il y a des nombres, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que le texte que vous allez saisir, à un moment donné, il devient des nombres. Et bien ces vecteurs-là, qu'est-ce qu'ils contiennent? Ils contiennent la sémantique du texte, le sens du texte. C'est-à-dire, je prends chaque chunk, il devient un vecteur dans lequel on va conserver le sens, la sémantique, n'est-ce pas, du texte. Alors maintenant, il y a des modèles qui permettent, dans NLP, ça on sait le faire depuis longtemps. Vous prenez un texte, ça devient un vecteur dans lequel on garde le sens. Et puis ces vecteurs-là, on va les stocker dans une base de données de l'entreprise. Donc vous voyez, donc l'entreprise dispose d'une base de données dans laquelle on peut stocker tous ces fichiers PDF, tous ces images, toutes les fichiers audio, etc. Je vais y revenir tout à l'heure. Et après, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va créer une application. Bon, l'utilisateur, quand il va poser la question à l'application, qu'est-ce qu'on va faire? L'application, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend la question de l'utilisateur, il va d'abord vers la base de données pour faire ce qu'on appelle une recherche sémantique. Ça veut dire quoi? Je vais lui dire, donne-moi le rapport de mon entreprise entre 2020 et 2021, c'est la question.
ben, l'application, elle va d'abord vers la base de données, parce que c'est là où se trouvent tous mes documents. Il va chercher quels sont les paragraphes qui sont liés à cette question, qui sont en relation avec cette question. C'est comme si vous cherchez dans un livre d'une centaine de pages, vous capturez les paragraphes qui sont en relation avec cette question. C'est de la recherche sémantique. Alors techniquement parlant, comment ça se passe? C'est qu'on prend la question, on la convertit en vecteur taïa, et après on va comparer les vecteurs. Et vous savez, pour comparer les vecteurs, mathématiquement parlant, on calcule ce qu'on appelle le cosinus, cosine similarity. Alors si le cosinus entre les vecteurs est égal à 1, ça veut dire que les vecteurs sont proches. Plus la valeur elle est proche de 1, ça veut dire qu'ils sont proches. C'est comme ça qu'on détermine le paragraphe a la question. Ça, on sait le faire, c'est quelque chose d'assez simple. Et après, donc, qu'est-ce que je récupère ici? Je récupère le contexte. Et le contexte, maintenant, c'est ce contexte-là, c'est-à-dire le contexte qui se trouve dans la base de données, ben, on envoie le prompt vers le LLM. Qu'est-ce qu'on va dire au LLM? On va lui dire system message. Qu'est-ce qu'il y a dans system message? On va écrire exactement ça. On va dire répond à la question de l'utilisateur, répond à la question posée par l'utilisateur en utilisant uniquement ce contexte. C'est que je suis en train de dire à LLM, donne-moi une réponse, mais en utilisant uniquement les données que je vais te fournir. C'est le contexte. Et après, on va lui ajouter, pour éliminer l'hallucination, on va lui dire, si la réponse n'existe pas dans le contexte, réponds-moi avec je ne sais pas. Parce que si vous ne faites pas de système message, si vous ne faites pas ça, parfois le chatbot, il vous donne des réponses, mais il faut toujours lui dire à la fin, si la réponse n'existe pas dans le contexte, réponds avec je ne sais pas, ou bien je n'ai pas le droit de vous répondre, des choses comme ça. Et bien avec ça c'est ce qu'on appelle le système RAG. Tous les chatbots aujourd'hui qui sont développés, les chatbots, je vais vous faire une petite démo, qui fait ce genre de travail, eh bien ils utilisent les systèmes RAG. Alors, il y a 2 années, ça a commencé, vous voyez, donc ça allait très vite. Mais après, au début, on n'exploitait que le texte. Mais après, on a commencé à exploiter les images qui se trouvent dans c'est ce qu'on appelle le multimodal. Alors, dans le multimodal, qu'est-ce qu'on va faire? On prend le texte, par exemple, prenez un fichier PDF, on va prendre le texte, il devient des chunks, on va stocker ça sous forme de vecteur dans la base de données. Mais pour l'image, qu'est-ce qu'on va faire? Si on trouve une image, parce que vous savez, les images, ils contiennent beaucoup d'informations. Ben, les images, qu'est-ce qu'on va faire? On prend l'image, on va la donner à un modèle multimodal, ChatGPT-4 par exemple. Vous savez, ChatGPT-4, vous lui donnez une image, vous lui dites, donne-moi la description de cette image. Ils sont très forts. Il va vous dire, dans cette image, il y a des personnes qui font ça. C'est-à-dire, on donne l'image au LLM, qu'est-ce qu'il va me donner là? La description. Et regardez, si je prends cette description, c'est du texte. Et bien, ce texte, Tower a stocké sous forme de vecteur et je le stocke dans la base de données. Pour l'audio, qu'est-ce qu'on va faire pour l'audio? Vous savez, maintenant, il y a ce qu'on appelle speech to text. Les modèles à l'audio, il va faire la transcription. C'est quelque chose qu'on sait faire. Donc, à partir de l'audio, on obtient du texte. Et ce texte-là, on va la même chose, le convertir en vecteur, on le stocke dans la base de données. Donc, finalement, aujourd'hui, les entreprises disposent des solutions qui vont permettre de prendre tous vos documents de texte, toutes vos images et tous vos fichiers audio. Ils sont dans la base de données de manière vectorielle, c'est-à-dire plutôt dans laquelle on garde la sémantique. Et une fois que nous avons ça, maintenant on peut faire ce qu'on appelle une application multimodale. Et là, ça marche bien aussi. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Alors, j'ai ici juste, avant de passer à la suite, j'ai un exemple d'application que j'ai. Je vais essayer donc de démarrer cette application. Je vous montre juste genre d'application sous forme de démo. Alors, regardez. Alors, j'ai ici par exemple un exemple donc j'espère que ça va parler. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Est-ce que tu peux me charger le premier CV?
voyez, donc, ça c'est la question. Il a compris la question, il a cherché le CV, il l'a chargé. Est-ce que tu peux me charger le deuxième CV? Charge-moi à nouveau le premier CV. Très bien. Est-ce que tu peux m'envoyer ce CV vers la base de données? Regardez, maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est le système RAG. Il va prendre avec le CV, il va parcourir, il va capturer le texte, les images, il va découper, il transforme et après il va me stocker dans la base de données. L'opération qui s'appelle Content Indexing. On va indexer le contenu dans une base de données. Il a terminé, je pense que le chargement est terminé. Oui, le chargement est bien terminé. Le fichier a été indexé et stocké dans la base de données. Alors maintenant, j'aimerais bien te poser des questions par rapport au document qui est chargé. Je vous écoute. Quelles sont vos questions concernant le document chargé? Est-ce que tu peux me donner le nom, le prénom de cette personne qui est chargée? Le nom, prénom. La personne mentionnée dans le document s'appelle Mohamed Yousfi. Est-ce que tu peux me donner ses diplômes? Voici les diplômes de Mohamed Yousfi. Doctorat d'état de mots en informatique et systèmes parallèles et distribués. Merci. Est-ce que tu peux me dire le H-index, le nombre de publications et le nombre de citations? Selon le document, Mohamed Yousfi possède un H-index de 14 sur Scopus, a rédigé 132 documents et a été cité 739 fois. Je vais poser cette question, mais ces informations-là, regardez, dans mon CV, il y a une image, n'est-ce pas? Si la capture, en fait, il a bien, à travers cette image, il a su lire le contenu, ben, il a apporté donc c'est-à-dire, bon, ça, c'est quoi ça? C'est un multimodal RAG. C'est que maintenant, ça c'est un chatbot, mais en plus de ça, il contient ce qu'on appelle un agent. Et justement, c'est la dernière partie dont je vais vous parler. C'est quoi un agent et c'est quoi une solution agentique? Alors, ça c'est juste un exemple. Est-ce que tu peux me donner la liste des transactions? Je n'ai pas le droit de vous répondre car aucun contexte n'est fourni. Je voudrais la liste des transactions. Toutes les transactions. Voici la liste des transactions disponibles. 1 à 11 heures. Alors ça, oui, donc ça c'est dans la base de données. Et après, on peut lui poser, bon, vous pouvez essayer de mettre à jour le statut d'une transaction, etc. Mais finalement, ce genre d'application, merci, en tout cas je vais arrêter. Ah, merci à une intelligence artificielle, ça a du sens. 5 minutes, ok, ça marche. Alors, donc, ce que vous voyez là, la démo que je viens de vous faire, c'est à peu près, donc, c'est ce qu'on est en train de voir. Alors, il y a en fait Advanced Multimodal RAG, donc je vais pas en parler parce que ça, c'est encore, c'est-à-dire, il y a 2 mois, 3 mois, les choses ont encore beaucoup évolué pour montrer un peu une autre façon d'améliorer la précision dans un système RAG. Donc, Alors maintenant, j'arrive juste à la dernière partie, c'est la notion d'agent. Donc, un agent, c'est quoi? Un agent, c'est une entité qui est autonome, qui a un but à atteindre et qui est décrite selon, il y a un pattern qui s'appelle React. React, c'est Reasoning Action, dans lequel l'agent, il fait exactement comme l'être humain. Il y a 3 étapes. Le raisonnement. Donc, l'agent, il va raisonner selon le contexte. C'est-à-dire, quand vous regardez votre environnement, vous allez d'abord raisonner. Une fois qu'il va raisonner, il va décider quelle est l'action optimale à prendre. Donc, il va agir. L'agent, il va raisonner, il va penser. Une fois que je raisonne, je dois décider quelle est l'action à prendre. Une fois que j'agis sur l'environnement, je vais avoir ce qu'on appelle des observations. Ouais, le feedback de l'environnement. Par exemple, quand je conduis une voiture, quand j'accélère, c'est-à-dire j'agis sur l'environnement, mais après j'ai le feedback. Je regarde encore les observations, et quand je prends ces observations, on va encore les ramener vers le modèle, c'est-à-dire le raisonnement. On va encore raisonner, et on va décider quelle est la prochaine action à prendre
observation, action, observation, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un agent, quand vous lui posez la question, vous posez une question à l'agent. La première des choses, c'est qu'il va faire appel à un LLM, Large Language Model. Il va lui poser la question, il va lui dire « raisonne », parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux que LLM pour raisonner. Et quand il va raisonner, c'est le LLM qui va décider quelle est l'action optimale à prendre. C'est-à-dire, c'est le LLM qui va dire j'ai besoin que tu m'appelles par exemple, telle fonction. J'ai besoin que tu accèdes à la base de données pour me donner tel type d'information. Donc ça, c'est ce qu'on appelle à l'action. Et après, quand on va agir, par exemple, on va vers la base de données, on va récupérer ce qu'on appelle des observations. Une fois que j'ai les observations, on va remonter, regardez, on va revenir vers le LLM pour lui dire maintenant, tiens les observations et dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Il va encore raisonner, il me donne l'action à prendre, observation, jusqu'à ce que le LLM dispose de toutes les données dont il a besoin pour répondre à la question. Alors, si vous voulez, ici, j'ai un exemple de question, et peut-être je vais m'arrêter là. J'ai par exemple une question assez complexe. Vous dites, j'ai une question, j'habite à Insba, je ne suis pas motorisé, je voudrais récupérer demain l'acte de naissance de ma fille, à Ma'arif, puis la carte grise de ma voiture au service des mines Hi Hassani. J'aimerais aussi réparer mon téléphone à Derbrelef et assister au match de foot au Stade d'Honneur. Vous voyez donc pour les systèmes de mobilité, je voudrais qu'ils me donnent quel est l'itinéraire, qu'est-ce que je dois faire, quand est-ce que je dois aller, quand est-ce que je dois prendre le transport. Ce genre de problèmes qui sont très complexes. Mais aujourd'hui, avec les solutions agentiques, on arrive à donner des réponses. Alors si vous posez la question à l'agent, qu'est-ce qu'il va faire l'agent? L'agent, il va d'abord utiliser un prompt qui est fait pour ça. Il a besoin d'utiliser une mémoire, parce que c'est dans la mémoire qu'il va conserver les conversations avec le LLM. Et puis l'agent, il a ce qu'on appelle les tools. Donc, qu'est-ce qu'on met les tools? Les tools, c'est un ensemble de fonctions qui permettent à l'agent d'accéder à la base de données de l'entreprise. J'ai un ensemble de fonctions qui accèdent à ma base de données pour récupérer des données de mon contexte. Les tools, ça peut être par exemple le système RAG qui me permet de profiter des fichiers PDF qui sont stockés dans la base de données vectorielle. Ça peut être également des tools qui permettent d'accéder à faire une recherche Google, de publier un article sur LinkedIn. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous regardez, il y a une plateforme qui s'appelle In8N qui est facile à utiliser. Je n'aurai pas le temps de vous faire la démo, malheureusement, mais dans lequel vous allez trouver des centaines de tools qui permettent qui permettent à un agent de profiter. Par exemple, envoyer un email. Je peux dire, par exemple, à l'application, je peux lui dire cherche-moi la liste des produits dont le stock est inférieur et envoie-moi un mail d'urgence à tel. Par exemple, c'est une question. Et bien l'agent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser la question au LLM. Le LLM, il va raisonner. Il va raisonner sur la question. Et après, c'est le LLM qui va répondre. C'est lui qui va répondre à l'agent. Il va lui dire, pour répondre à cette question, j'ai besoin que tu m'appelles ce tool. Donc, c'est le LLM qui va dire à l'agent, pour te répondre, fais-moi appel à cette action, c'est-à-dire le tool, par exemple, accéder à la base de données. Qu'est-ce qu'il va faire l'agent? Il appelle l'outil qui a été, bien sûr, proposé par le LLM. Il récupère les observations, on récupère des données. Ces données-là, on va encore les envoyer vers le LLM. On va lui dire, tiens, réponds-moi à la question. Maintenant, voilà, je te donne les observations. J'ai utilisé le tool, l'action 1, et voilà les observations. Et bien la même chose, le LLM, il va encore raisonner. Il va dire maintenant, fais-moi appel au système RAG, récupère-moi telle donnée. Et ainsi de suite. Vous voyez donc, entre le LLM et l'agent, il y a action, c'est ça, on tombe dans le action, observation, jusqu'à ce que le LLM dispose de toutes les données dont il a besoin, et après il génère une réponse aussi complexe que l'on attend. Et après je vais avoir un planning. Alors ici, nous utilisons bien sûr donc le système, en fait ce qu'on appelle le pattern React, dans lequel il y a ça, raisonnement, action,
observation, raisonnement, action, observation, jusqu'à ce qu'on donne la réponse. Alors, deux derniers points. D'abord, aujourd'hui, pour permettre à un agent d'exploiter les tools facilement, il y a un protocole qui a été créé récemment qui s'appelle MCP, Model Context Protocol. Ça, c'est une piste, si vous voulez, à explorer dans la suite, si vous voulez aller plus loin. Comment, avec MCP, je peux profiter des tools. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez simple. Et puis, maintenant, si vous voulez, dans des systèmes multi-agents, parfois, un agent n'est pas suffisant pour répondre à la question de l'utilisateur. Nous avons besoin d'utiliser plusieurs agents. Et quand on a plusieurs agents, il faut savoir, il y a un protocole qui permet de faire la communication entre les agents. C'est ce qu'on appelle agent to agent, c'est A2A. Donc ça, c'est le protocole qui aujourd'hui, qui sera le standard pour faire communiquer plusieurs agents. Donc chaque agent, il se spécialise dans un domaine. Et après, par la suite, si l'agent ne peut pas répondre, il va contacter un autre agent pour vous chercher la réponse. Et avec ça, on peut automatiser. C'est l'âge de l'automatisation. Alors, toutes les tâches que les entreprises sur lesquelles ils passent beaucoup de temps, aujourd'hui, avec des solutions agentiques, on peut les automatiser. Voilà. Ce que tout à l'heure, si vous vous rappelez, j'ai commencé à parler à l'agent. Au lieu d'écrire du texte, je commence à parler. Maintenant, il y a des modèles real-time LLM, c'est ce qu'on peut utiliser avec un protocole qui s'appelle RTC. Et vous voyez donc ce slide que vous voyez là, la démonstration que je vous ai faite tout à l'heure, il inclut, si vous voulez, vous allez trouver tout ça. Voilà, donc normalement j'avais prévu de vous faire comment créer des agents et après comment utiliser un outil qui s'appelle Inuit-N. Donc ça, vous voyez donc, c'est juste, vous n'avez pas besoin d'être des programmeurs, d'écrire du code pour créer des agents. Vous dessinez l'agent, vous lui attachez le LLM, vous dites quelle mémoire et vous lui dites je vais utiliser un tool qui va envoyer des emails et je voudrais lire un Google Sheet. C'est en 5 minutes. En 5 minutes, vous créez ça, vous n'avez pas besoin d'être un expert en programmation. Hein? No code. 100% no code. Donc, bon, ça c'est j'ai prévu quelques exemples, mais maintenant, comme le temps, je pense qu'on va laisser le temps aux questions pour ne pas un peu alourdir. Et après, si vous le souhaitez, je vous fais la démo. Voilà, pas de souci. Voilà, une autre fois, merci beaucoup donc, pour votre attention. Merci, Oustaz Yousfi. Merci beaucoup pour la richesse et la profondeur de vos explications. Merci infiniment. De la salle, je vous remercie. On va vite passer la parole à la salle pour avoir des questions. Oui. On procédera comment? Questions-réponses ou là on a quelques questions et on revient pour nous. Questions-réponses, c'est plus simple. Allons-y. À vous la parole, chers participants. Oui. Salam alaikum, je suis Iflah Bessi, enseignant ici à l'Université Stade en finance. Je vous remercie infiniment pour cette formation qui est très riche. Alors, je remercie les organisateurs pour vos efforts. Alors, pour moi, en tant qu'enseignant, vraiment, je rencontre un grand problème avec les étudiants. Oui. En tout ce qui concerne l'IA, oui. Je dirais qu'il y a deux usages. Oui. Le premier, c'est quand on demande à un étudiant de faire une recherche, oui. Automatiquement, c'est ChatGPT. Oui. Maintenant, on commence à faire la distinction entre un travail fait par l'IA et un travail fait par l'humain. Oui. Ça, c'est le premier problème. Oui. Le deuxième problème, c'est la fraude. La fraude, oui. Alors, ma question est comment, selon vous, comment on peut instaurer l'IA et utiliser l'IA de manière efficace, de telle sorte que changer ce paradigme-là d'utilisation et le rendre plus ou moins plus bénéfique et à la fois pour les étudiants et pour les enseignants. Oui, merci pour cette question, c'est très clair. C'est vraiment la question de tout le monde. Alors, j'ai fait pas mal de conférences récemment, même des Canadiens, aussi dans des tables rondes. On s'est posé beaucoup cette question, c'est-à-dire notre système éducatif, qu'est-ce qu'il va devenir? Et ça mérite vraiment un débat important. Alors, en conclusion, pour ne pas... D'abord, une chose qui est certaine, c'est que l'intelligence artificielle, c'est que tout le monde l'utilise, tout le monde va l'utiliser, aussi bien les enseignants que les étudiants, etc. Donc ça, c'est que l'IA, c'est un outil que tout le monde va utiliser, que tout le monde doit utiliser. Pourquoi?
Parce que le problème, c'est qu'une fois que c'est-à-dire ces ingénieurs ou bien ces lauréats, une fois qu'ils vont être recrutés en entreprise, aujourd'hui en entreprise, c'est que les gens, on leur dit, il faut faire vite. Et pour faire vite, il faut être un expert en IA. Parce que si vous ne savez pas utiliser les outils de l'IA, c'est que vous ne serez pas concurrent. Donc, ce qui fait que dans le monde socio-économique, c'est que les gens doivent utiliser l'IA. Donc, ça veut dire que les futurs lauréats, donc forcément, c'est qu'ils doivent être préparés à cette réalité. C'est le problème. Mais le grand problème, c'est que les gens, les étudiants maintenant, à un moment donné, ils commencent à se dire tiens, l'IA peut le faire, moi, donc je n'ai pas besoin de le faire. Et ça, c'est très grave. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que pour accéder à l'entreprise, généralement, le recrutement se fait via des entretiens. C'est pas donne-moi, rédige-moi des choses, c'est des entretiens face à face. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as dans la tête? Donc, ce qui fait que la réalité, c'est que quand les gens sont recrutés, ils font 2, 3, 4 parfois entretiens oraux. Donc, ce qui fait qu'un étudiant qui ne maîtrise pas déjà son métier, même avec l'IA, il ne pourra pas être peut-être sélectionné. Donc, vous voyez donc ce problème. Donc, ce qui fait que dans le système éducatif, maintenant, ce qui est sûr, c'est que la façon avec laquelle on va évaluer les étudiants, c'est celle qui va être complètement bouleversée. Parce que c'est vrai, quand on va demander aux étudiants de faire un travail et de le rendre, on doit mettre dans la tête qu'ils vont utiliser l'IA, d'accord? Maintenant, mais par contre, si je lui dis, tu fais un travail, mais il y a un moment donné, tu vas faire une soutenance, tu vas me présenter ce que tu as fait. Après un entretien oral, croyez-moi, ça va changer. C'est que même s'il utilise l'IA, il va prendre le temps de mettre des choses dans sa tête. C'est-à-dire, pour moi, l'évaluation future, il faut trouver le temps de faire des entretiens oraux avec les étudiants. Si un étudiant sait que dans toutes les matières, c'est qu'il y a un entretien oral, et même s'il va utiliser à un moment donné l'IA, il est obligé en fait de s'y préparer. Donc, alors maintenant, le problème c'est que moi j'ai une classe fait 1000 personnes, comment je peux faire des entretiens etc. C'est ça le problème. Donc, c'est les cahiers des normes, c'est comment on va dire aux gens, c'est que tu as un module de 50 heures, mais en réalité, tu ne vas pas faire 50 heures de cours, tu vas faire 25 heures, et 25 heures, tu vas la réserver pour l'évaluation, parce que tu auras besoin de... Donc, c'est-à-dire, même dans vous voyez, donc c'est tout un écosystème qui va changer. Ce n'est pas uniquement qu'est-ce que le prof doit faire, qu'est-ce que l'étudiant doit faire, qu'est-ce que c'est-à-dire l'ingénierie pédagogique doit faire, c'est tout l'écosystème, les cahiers des normes doivent changer, la manière d'évaluer doit changer, etc. Donc, bon, ça c'est ma pensée, mais peut-être ça mérite encore plus de débat. Merci. Cette Yusfi, j'ai une préoccupation qui va dans le sens de la question de l'IA. Oui. Aujourd'hui, c'est une réalité, on doit utiliser l'IA, les étudiants l'utilisent que l'on ne veut pas. L'étudiant qui va utiliser l'IA, il apprend des choses parce qu'il y a beaucoup d'informations données par l'IA, c'est bien, il s'informe. Maintenant, le souci et ma préoccupation, est-ce qu'on n'est pas en train de voir se dégrader l'esprit critique de l'étudiant et de nous-mêmes, utilisateurs de l'IA, l'esprit critique aussi? Tout le problème est là. C'est justement, vous savez, nous on fait, moi je suis un prof, je fais de l'ingénierie logicielle, on fait de la programmation. Et cette année-là, j'ai trouvé ça c'est des ingénieurs qui se rendent, c'est que j'ai trouvé une bonne... L'année dernière, on ne l'a pas trop senti, mais cette année-là, on l'a vraiment senti. J'ai trouvé des futurs ingénieurs, dans une année ce seront des ingénieurs, qui n'en comptent plus. On leur donne un problème, ils génèrent... Et ça, c'est quelque chose de très, très grave pour nous. Oui, c'est exactement. Donc c'est pour cela que je vous dis que le problème, c'est la question que tout le monde se pose dans le système éducatif. Alors maintenant, pour moi, par exemple, en tant que prof X, moi j'ai développé ma propre façon, j'ai changé ma manière d'évaluer mes étudiants et ça marchait. Pourquoi? Parce que quand je leur donne un travail, après ils doivent venir le présenter devant moi et après je lui pose des questions, j'ai constaté que finalement ils utilisent de moins en moins les outils de génération du code. Et mais
Je pense que ça, c'est vraiment... C'est quelque chose de difficile d'abord à éliminer, parce que l'utilisation de l'IA, c'est comme le smartphone. Donc, c'est une réalité. Les étudiants vont beaucoup utiliser l'IA, il faut qu'ils utilisent l'IA, mais il faut maintenant comment on va les pousser à développer l'esprit d'analyse, de critique. Ça, c'est la grande question. Et donc, c'est la manière maintenant, l'ingénierie pédagogique, les cahiers des normes, l'ingénierie pédagogique doit prendre en considération ça. Et bon, mais c'est vraiment, croyez-moi que votre question, elle est tout à fait légitime parce que tout dans jouer sur les méthodes d'évaluation. Et oui, c'est ce que je vous dis, c'est que maintenant la manière avec laquelle on va évaluer les gens doit complètement changer. D'accord. D'autres questions? Allez-y. On y arrive. Je commence par remercier Mohamed pour son intervention. Je sais qu'il est riche, il n'est pas la seule. C'est toute une continuité. Il est dans la logique de partage, il est dans la logique de la maîtrise, il est dans la logique de la responsabilité. Parce que ça veut dire derrière, il y a un souci de partage d'informations. Tout à l'heure, on était en train de discuter quel est donc هذا حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. Et c'est un message qu'on passe aux étudiants, c'est vrai, et aux autres personnalités, aux autres gens. Les profils ils sont différents, les besoins ils sont différents. Le contexte il est particulier, il est très dynamique par rapport à l'IA. Donc déjà, est-ce que vous devez être des experts de l'IA pour pouvoir utiliser en répondant par la question? Non, c'est dépassé. Est-ce qu'on doit être très technique pour faire de l'IA? On répond aussi par la question non. La convergence maintenant au niveau de l'IA, c'est quoi? C'est dans la vulgarisation. Comme ça, en termes de pratique, on se focalise surtout sur le métier. Et ça peut être une valeur, une mine d'or pour tout le monde, pas que pour les étudiants, les enseignants, n'importe qui. Ça veut dire on se focalise sur la pratique. La vitesse avec laquelle le concept évolue, c'est énorme. Ça dépasse tout contrôle, toute censure. Heureusement pour l'humanité, heureusement pour nous en tant que sous-entendu pays se développer. Donc vous avez accès à l'information, vous avez accès à toutes les ressources dans leur intégralité. Ça c'est une bonne chose. Et ce qui peut être motivant pour vous, c'est que ça représente des niches inestimables. Des niches. Bon, le dernier point, ça veut dire par rapport à l'IA agentique, c'est quelque chose de très important, très prometteur pour tout le monde. C'est très récent. Même pour les professionnels. Ouais, oui. Pour tout le monde, sans exception. Même pour les gens de la sociologie et de la politique, Oui, de n'importe quel domaine, c'est une niche. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on arrive maintenant à formaliser tout un workflow, quelle que soit sa spécialité, à l'automatiser, à intégrer un certain nombre de compétences importantes, mais ça ne veut pas dire que l'utilisateur humain, son action il va être effacée. Non, il est toujours là. Et c'est ça aussi ce qui peut être motivant pour savoir qu'en quoi l'IA ne peut pas tout faire. Que ce soit maintenant, que ce soit dans le futur. Ça, c'est une certitude. Ça veut dire qu'il y a toujours lieu d'excellence, lieu de prospérer et d'innover. Par rapport maintenant à... Je suis obligé de revenir sur la question par rapport... c'est une métamorphose globale. Ce n'est pas uniquement les enseignants, ce n'est pas uniquement les étudiants, ce n'est pas uniquement les professionnels. C'est un système mondial qui est obligé de se métamorphoser et de revoir tout un ensemble de concepts, que ce soit à tout niveau, même au niveau de notre éducation, même au niveau de la famille, au niveau de la maison simple, qui est la base. Donc il y a beaucoup de choses, il faut explorer. Les réponses, ils sont là, les pratiques, ils sont là. Et heureusement, en termes d'offres, de solutions, ça veut dire c'est à goût. C'est pas exclusif. C'est une bonne chose. Par différence aux autres ingénieries,
on a de l'ingénierie de pointe, c'était exclusif pour quelques nations, pour quelques. Alors que là, heureusement pour tout le monde, c'est qu'il y a accès à tous les niveaux et tous les niveaux d'excellence. Et ça, c'est une bonne chose. Par rapport maintenant au contexte éducatif, j'ai dit, on doit prendre ce train de quoi? De recyclage, de se métamorphose. Pourquoi? Parce que on ne peut pas censurer un étudiant. Maintenant, dans le domaine professionnel, c'est une valeur ajoutée. Quelqu'un qui sait utiliser ces outils, elle est plus valorisée que l'autre. Ça, c'est une certitude. Est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit? Ça, c'est autre question. Mais on parle de produit fini, c'est tout. Il va être évalué sur ce produit fini, ce qu'il a fait. Donc, il y a lieu de développer des compétences parallèles. Ça, c'est normal. D'accord? Et c'est légal pour tout le monde. Cet étudiant qui sait utiliser, mais ça n'empêche qu'il y a d'autres skills, d'autres compétences qu'il va développer en parallèle. Vous avez parlé d'esprit critique. Sa logique de croisement, de fusion, de faire évoluer la chose, de cerner, ça reste toujours à la portée, disons, de l'humain. Et heureusement aussi, ça veut dire pour tout le monde. Merci, professeur. On a une question. Oui. أيه مرحبا. بالنسبه للاي اي ايجنت ديجا تخدم به في الموضوع ديالي انا ديجا كندير تريدينغ في نفس الوقت كندير كونتنت Très bien. دونك خصني نقدم لي زعما اناليز فنقاد ايجنت ديالي اللي وصلت بالبرومتين انه يولي بحال انا اللي كنقدر نقاد انا جالس معاكم الا تحليلات مثلا باش مواقع ايران وغيرها مثلا اليوم عندنا في الدراسه الامريكي يدير لنا اصحاب الفائده ولا التشكيل ديالو ونشوف في لينكدين ونشوف في تيليجرام ونشوف في تويتر وفي غيرهم ندير بطبيعة الحال كان عندنا حاجه اللي كنقولوا لها اي اي ايجنت كنخدم ان اتش ام ولغات ولا كيف وي دونك عندنا الاي اي ايجنسي نقدر نربح منها بانني نقدم واحد السوليسيون نقادها ديجا ان اتش ام مثلا ونقاد لها واحد الفرونت اند باللغه كمثال بالكودينغ بايت ونعمل فيها البيع كسوليسيون از Ça, tu crées une entreprise, une start-up. Alors, rien que ça, tu veux créer une start-up et après vous avez des abonnés, plutôt des clients, et après vous faites gagner beaucoup de monde. تمام ولكن الاشكال اللي كاين عندنا هو يعني مثلا انت ككلاينت بغينا نديرو واحد السوليسيون معين كيخاص تعطينا الكريدنشال ديالك ولا كيما مرات باش حنا ندخلو الجيميل ديالك كيخاص اوت ولا شي بحال هكا فخاص انت تكون فاهم في التقنيات او خاص تثق فينا باش تعطينا ريموت كونترول البيسي ديالك باش نحكمو ناخدو هذيك اومون كيس اللي باغينا هو واش كاين شي سوليسيون هذا هو السؤال ديالي واش كاين شي سوليسيون اللي في اللغه الكلميه نديرو شي باج اللي تقدر انت كلاينت تدخل لينا الكيس اللي حنا محتاجينهم في الورك فلو ديال لا نحتاجو اننا نعلمو امور تقنيه كثيره ولا نحتاجو اننا نوريو الورك فلو ولا نحتاجو اننا نديرو ريموت كونترول. La dernière, شنو هي؟ ريموت كنترول. وي. لا alors donc واحد الحاجه qui est très importante هادشي اللي قلتي دابا راه il est résumé في هاد لو سلايد. D'abord, tu as quelque chose de très important هو هاد MCP. هاد modèle contexte protocol, c'est vraiment c'est tellement incroyable qu'il va permettre à un agent d'accéder à tous les systèmes via MCP. Tu accèdes, c'est-à-dire tout ce qui est autorisé bien sûr, sans faire de remote control. Premièrement. كيفاش؟ لا أنا دابا globalement, c'est-à-dire techniquement parlant, et la solution. Alors maintenant, si le client final ne t'autorise pas, alors c'est clair. Maintenant, maintenant il faut que le client t'expose. Ça maintenant, c'est toute la pédagogie. Convaincre le client que le fait d'utiliser une API, ça permet d'exposer des données
et pas plus que ces données-là. Donc ça, c'est quelque chose que généralement, effectivement, sur lequel on bloque souvent depuis très longtemps. Avec par exemple les médecins, ça a été toujours le cas, c'est qu'on présente des applications, etc. Mais à la fin, ça reste toujours la confidentialité des données, la sécurité des données. Donc, techniquement parlant, il y a des solutions, mais en termes de AI agent, voilà ce qu'il y a pour le moment. C'est que tu as MCP, techniquement parlant, tu peux accéder à toutes les sources d'informations. Et agent to agent, si tu peux, par exemple, avec agent to agent, c'est que tu vas lui dire, en fait, mon agent, il n'a pas le droit d'accéder à telle ressource, mais je peux déployer un agent chez lui qui permet de communiquer avec mon agent. Bon, ça veut dire que les solutions réellement existent. Mais après, il y a toujours la question. C'est pour cela que j'ai affiché un slide. Bon, ça, c'est ce qu'on a les principes de l'IA responsable. Parce qu'en fait, ça, c'est toujours la question qui est posée, c'est vrai, mais il y a toujours la question de l'éthique, de l'équité, de la transparence, il y a pas mal. Donc, il faut juste savoir une chose, c'est que dans c'est-à-dire dans les organisations, par exemple, l'Union européenne, il vient d'élaborer, c'est-à-dire le document juridique, c'est-à-dire ils auront une réglementation qui va réglementer l'IA. Les États-Unis, la même chose. C'est juridiquement, par exemple, un exemple. Par exemple, tous les opérateurs OpenAI, Microsoft ou Google qui déploient les modèles, ils sont obligés de certifier leurs modèles sur la base de l'IA responsable. Normalement, les piliers de l'IA responsable, qui est l'équité. Il faut s'assurer que le LLM doit éviter la discrimination. Parce que ça, si jamais tu poses une question à un LLM, les États-Unis, et tu trouves qu'il fait de la discrimination, tu peux l'attaquer en justice. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose qui est réglementé. Avec la transparence et l'explicabilité. C'est-à-dire que tous les modèles de l'intelligence artificielle doivent fournir le code source. C'est-à-dire les utilisateurs sont à la fois dans le code source et la source des données qui sont utilisées pour entraîner. Il faut leur donner. La fiabilité, la sécurité. C'est-à-dire il faut s'assurer que le modèle ne va pas produire des effets néfastes. Une voiture autonome, il y a de l'intelligence artificielle, mais quand il y a de la voiture autonome, il va percuter les gens à tort et à travers. Oui. Donc, on a la fiabilité, la sécurité. On a la responsabilité. Et donc, il faudrait utiliser l'IA de manière responsable. On a la confidentialité et sécurité. Donc, ça concerne, c'est-à-dire la protection des données personnelles. Et puis, l'inclusivité. Donc, l'IA, techniquement parlant, il est tellement allé plus vite que les réglementations juridiques n'ont pas suivi. Alors maintenant, les grands pays comme l'Union européenne, les États-Unis, ils mettent en place des mesures. Mais dans beaucoup de pays, même en Chine, c'est pas le cas. Donc ce qui fait que tant qu'il n'y a pas des règles juridiques, bien des lois juridiques qui cadrent un peu les choses, ça laisse toujours, c'est-à-dire, voilà, donc ça laisse toujours ces failles. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les LLM qui vont être mis en production doivent être certifiés à un moment donné. Est-ce qu'ils respectent les règles de l'éthique? Bon, peut-être ta question elle est ailleurs, mais ça fait aussi partie de ça, parce que les clients ils vont te dire comment je peux garantir que la confidentialité de mes patients, etc. Donc tout ça, il est lié justement à la réglementation, je pense. Merci, professeur. Encore une question? Encore une dernière question? Allez-y aussi. Premièrement, je vous remercie cette intervention pour la quantité d'informations que nous avons pu récolter. Merci infiniment. J'ai une interprétation et une question. Oui. Premièrement, je fais appel à une théorie en anthropologie de Dunbar qui parle qui essaie de répondre à la question pourquoi l'être humain est passé de l'état entre parenthèses sauvage à l'état sauvage. Oui. L'homo erectus, oui. à l'homo sapiens. Oui, ça passe. La réponse de Dunbar, ça a été non pas parce que l'être humain a voulu utiliser des outils et a voulu utiliser trop ses capacités neuronales. C'est pour cette raison qu'il a pu se
développer vers l'Homo sapiens. Oui. Mais Oui. La théorie, c'est que la quantité d'informations que l'être humain a été amené à manipuler, à s'approprier, à analyser, c'est elle qui lui a permis d'évoluer vers Oui. l'Homo sapiens. Oui. C'est une théorie qui a été validée, oui. popularisée par Harari dans son livre Homo sapiens. Oui. Quelle est la relation avec l'intelligence artificielle? La relation, c'est que maintenant, en tant qu'enseignant à l'ESCG ou des enseignants d'une manière générale, à mon sens, on devrait plus se poser la question est-ce que les étudiants utilisent oui ou non l'intelligence artificielle? Peut-être la question qui devrait remplacer cette interrogation, c'est est-ce qu'elle va utiliser pour créer la valeur, oui ou non? Oui, c'est ça. Et cadrer l'usage. Peut-être c'est une question d'éthique. Comment il a fait? C'est ça, cadrer l'usage du lire. Il faut savoir que l'éthique, à travers l'histoire, vient toujours après la création de la valeur. Oui. Maintenant, on a créé l'intelligence artificielle, on commence à revenir à imaginer comment instaurer les règles et les lois pour un peu cadrer la révolution. C'est ça. Mais il faut savoir que nous, les enseignants, on devrait accepter cette révolution qui vient, qui s'approprie de notre quotidien, et peut-être ça peut être une source d'une nouvelle révolution de l'Homo sapiens. Oui, c'est ça. Ça, c'est la première remarque. Maintenant, une question technique. Moi, j'utilise l'IA dans j'essaie d'automatiser mes évaluations. J'utilise dans les séquences, dans la séquence d'évaluation pédagogique. À côté d'un logiciel l'AMC Text. J'essaie de donner mes cours, de les transformer en questions à choix multiples. Et à l'intérieur, j'utilise des questions de réflexion, questions d'analyse. Ma question, c'est existe-t-il des logiciels ou des outils qui permettent, en quelque sorte, de reconnaître d'une manière fiable le texte rédigé manuellement et le transformer en texte écrit de manière informatique? Alors, la réponse est oui. D'ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure de fait avec la reconnaissance optique de la digitalisation de l'état civil. C'est encore pire parce que c'est écrit en arabe tu ne peux pas imaginer. Alors, mais je t'assure, parce qu'on travaille dans le domaine des applications de l'IA depuis très longtemps. Et je n'ai jamais cru que l'IA arrivera un jour à résoudre ce genre de problème. C'est tellement, on a essayé beaucoup de techniques, ça ne marche pas, mais aujourd'hui, quand tu prends un LLM, tu poses juste la question, est-ce qu'il est multimodal? Alors, si tu as un LLM GPT-4o, il est multimodal. Lama 3. Si tu veux l'open source, Lama par exemple Vision, Lama Vision, Lama 3.2 Vision, il est multimodal. Il y a une version OCR, c'est-à-dire tu lui donnes les manuscrits écrits, etc. Ils le reconnaissent. GPT-4o, la même chose. Gemini. Maintenant, les manuscrits, le texte, les textes écrits en arabe, en français, en chinois, etc. de manière, la majorité des LLM savent le faire. Donc, si tu prends par exemple Notebook LM, vraiment il faut l'utiliser. Alors, Notebook LM. Notebook LM, c'est un outil de Google. Ok. Ben, ce Notebook LM, vous pouvez lui donner une ressource. Ben, tu lui donnes des ressources, des fichiers PDF. Tu lui donnes même des liens vers des vidéos. Ok. Vous lui donnez des liens vers des vidéos, vous lui donnez des images qui contiennent des trucs manuscrits, tu lui donnes tout. Tu lui donnes des fichiers audio, et pour vous dire, là, tu lui donnes ces documents, ils sont là, vous lui donnez, moi en fait je lui donnais j'ai créé en fait un récit, etc. je voulais savoir, et vous commencez à lui poser des questions. À poser des questions, vous lui dites je veux générer un QCM ou là tu veux, etc. Mais tout ça c'est d'une efficacité incroyable. Et encore plus, tu as un livre de 2000 pages,
et tu lui demandais de vous générer un podcast. En quelques minutes, il y a un podcast dans lequel il y a une personne qui pose la question à un autre et l'autre elle répond. C'est-à-dire tu as un livre de 200 000 pages, tu l'ouvres, tu entends question-réponse d'une précision incroyable. Donc ça, oui. Tout récemment, au niveau du Pranti, on insère le sentiment. Il y a le texte, il y a l'image et ainsi de suite. Et entre quatre, on insère le sentiment, c'est-à-dire la façon avec laquelle on veut exprimer la chose. Ouais, c'est exactement. Alors vous avez aussi fait de Notebook LM, c'est-à-dire quand quand ton podcast tu le génères, quand tu vas le jouer, c'est que tu vas écouter de personnages qui sont là, etc. sur ton livre, sur ton manuscrit. Et après toi, tu peux poser la question. Tu peux lui dire, voilà, par exemple, si c'était... Il s'adapte à ça. Donc c'est juste pour vous dire qu'en fait l'IA générative il a fait une leçon incroyable. Alors maintenant il faut savoir quels sont les outils qui sont c'est-à-dire le top de l'état de l'art. Et pour moi c'est-à-dire tout ce qui est l'analyse des documents, déjà texte, les images, les manuscrits, les vidéos, etc. Vous avez en fait Notebook LM, il est très 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 efficace. Vous avez OpenAI, Claude, c'est vraiment de version en version. Ce genre de problème ne pose plus de problème. Tu peux vérifier et ça marche. En tout cas, j'ai vérifié moi. Tu peux générer la carte mentale pour les étudiants. Ils ont un livre de 700 pages et après, il a besoin de générer une carte mentale pour réviser. Ça, c'est vraiment résumé audio, des choses comme ça. Ça c'est moi en tout cas, je l'ai utilisé. Je vous cache rien. Alors vraiment, quand j'ai un peu regardé les résultats, je me suis dit, le futur, les gens qui ne vont pas utiliser ça, ils sont largués. D'abord, c'est question de concurrence. L'industrie, il y a de la concurrence. Donc, c'est-à-dire l'économie, c'est comme ça. Il faut faire vite. Et pour faire vite, forcément, il y a des outils qu'il faut utiliser. Et c'est leur limite, c'est que maintenant, parce qu'il y en a beaucoup qui voient l'IA, qui sont réticents à l'IA. Le problème, c'est que, parce que j'en vois dans des conférences, les gens, il y a encore, surtout les anciennes générations, ils voient toujours, on cherche toujours à trouver pourquoi il ne faut pas utiliser l'IA, etc., le danger de l'IA, etc. Bon, la réponse que je donne toujours, c'est que, d'abord, en utilisant l'IA, comme Notebook LM, comment il faut le voir? Il faut le voir comme si vous êtes en train d'exploiter l'intelligence humaine collective. Si tout ce que l'intelligence humaine a produit depuis des années, c'est des humains qui ont produit de la connaissance et de la science, etc. Et en utilisant ça, c'est que vous êtes en train de profiter de l'intelligence humaine et non pas de l'intelligence artificielle. Parce que parfois, on croit que l'IA, l'IA, elle est entraînée sur les données. Qu'est-ce qui a produit ces données? Il y a des auteurs, il y a des scientifiques, il y a des philosophes, vous voyez. Donc, ça d'un côté. Et l'autre côté, c'est qu'en utilisant les outils de l'IA, c'est que l'ingénieur, nous, c'est-à-dire, on s'occupe de notre métier. Parce que moi, je suis un professeur, parfois, là, je passe beaucoup de temps à perdre du temps des choses techniques qui m'empêchent à faire mieux mon travail. Alors maintenant, en utilisant l'IA, je peux automatiser les choses qui se répètent et moi, je m'occupe de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est encadrer les étudiants. C'est un peu ça. C'est-à-dire, il faut le prendre dans ce sens. Idem pour tous les métiers. Tous les métiers, exactement. Toute la même chose. Merci. 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 Ouais. Une dernière. Allez-y, Merci beaucoup déjà pour toutes ces informations très riches. Ma question c'est par rapport à l'analyse des textes juridiques, surtout par exemple de la doctrine fiscale. Oui. Est-ce que je peux fiabiliser l'utilisation de ces outils pour faire l'analyse de ce que je veux? Oui. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Yannick, l'exposé que j'ai présenté, j'ai parlé, si vous remarquez, donc comment utiliser l'IA. qu'il y a la partie du fine-tuning.
Ok, la partie du fine tuning généralement, on ne peut pas se confier à un LLM généraliste pour des choses juridiques. Ça c'est clair. Donc il te faut un LLM spécialisé dans le domaine juridique. Mais le LLM spécifique, les lois juridiques marocaines, qui va le créer? C'est toi. Parce que c'est toi qui vas prendre tes données spécifiques et tu vas faire le fine tuning pour obtenir un LLM qui fait pour ton domaine spécifique. Et quand tu vas l'utiliser, tu vas créer un prompt. Ou avec le prompt, il y a la partie qui s'appelle l'évaluation. Ou quand est-ce que tu vas faire confiance là avec parce que l'évaluation c'est scientifique. C'est qu'à un moment donné, tu vas dire mon prompt il est performant à hauteur de 98%. Si tu le montres scientifiquement parlant, c'est que tu fermes tes yeux, tu lui fais confiance. Si dans ton évaluation, tu as un prompt avec un taux d'évaluation de 60%, bah, tu vas dire je l'utilise mais je ne fais pas confiance. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a le point, il y a l'évaluation technique des performances, ou qu'il y a la partie le fine-tuning dont je n'ai pas parlé, qui est l'alignement des LLM aux pratiques humaines. Analytique, c'est-à-dire que même si tu entraînes un LLM, je dois le tester, est-ce qu'elle respecte les règles éthiques? Enfin, les règles éthiques, dans chaque métier, il y a des règles éthiques. Donc, les règles éthiques, tu as un dataset qui les règles éthiques, où je dois faire le fine-tuning. LLM, d'abord, tu sais diagnostiquer une maladie, par exemple, telle. D'accord? Mais maintenant, je voudrais faire ton fine-tuning, par exemple, alors qu'il y a des règles éthiques sur lesquelles il faut jouer. Tout ça se fait à faire de l'opération. Tout est scientifique. Voilà, exactement. C'est question technique. Donc, il faut, justement, quand vous faites le fine-tuning, il y a une évaluation à faire. Tout ça, ça ne demande pas d'être un expert. C'est ce que je vous dis. C'est juste qu'il faut avoir quand même des bases de formation qui vous permettent de faire ça. Est-ce qu'il y a un process que je peux suivre, par exemple un process pour apprendre des cas d'utilisation de ces outils, ou bien d'apprendre le cognitif, des sources d'apprentissage? Honnêtement, Anna, c'est pour cela que je vous ai donné quelques liens. Donc, je vous ai donné, par exemple, pour les bases d'abord de l'intelligence artificielle. Alors vraiment, le cours je le fais pour la formation doctorale. Et vous savez, dans la formation doctorale, les scientifiques, les biologistes, les informaticiens, les littéraires, c'est-à-dire ça concerne les bases de l'intelligence artificielle pour tout le monde. Donc ça, il y a une playlist, ça prend du temps. Déjà, que vous soyez bien équipé. Et une fois que vous êtes équipé, vous passez la playlist de l'IA générative. Ou l'IA générative, là tu vas trouver les outils, tu vas dire, tiens, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Un grand merci à vous, professeur Yousfi. Merci beaucoup, chers enseignants, chers étudiants, pour votre présence et l'intérêt avec lequel vous avez suivi cette conférence. Voilà, notre conférence arrive à son terme. Et si on peut se permettre une photo du bureau, si ça vous va, ça serait ça. Ouais. Ouais, on prend une photo ensemble, comme ça c'est plus important.